Cette soirée va continuer sous le signe de l'Iran. L'Iran maintenant. Beaucoup des photographes exposés à l'église Sainte-Anne sont présents. Je voudrais les saluer. Je crois qu'ils sont plutôt par là. Akosone, Irani, Roshamadid. Welcome to all the Iranian photographers. Bienvenue à tous les photographes iraniens. Et que la soirée commence. حالا ببخشید ترک نیستی که یه جوکی بگم بدت نمیاد یه ترکی رفت دکتر گفت آقای دکتر گفت بله گفت انگشتم هر کجا میذارم درد میکنه سرم میذارم درد میکنه پام میذارم درد میکنه شکمم میذارم درد میکنه دستم میذارم درد میکنه دکتر اینو معاینه کرد گفت آقا انگشتت شکسته وجود شما سالمه آقای محترم شما فکرت مریضه خودت سالمه باشه عوض کن فکرت آقا رفته بودم آقا خودکشی بکنم یه توت من اینقدر عوض کرد یه توت که شما حساب نمی کنی آقا دنیا جوری دیگریه دنیا وقت دیگریه تو عوض کن فکر تو دنیا رو عوض کن خوش ببین همه چی را خوب ببین همه چی را تو اول زندگیته تازه به دوران میرسه با یه سختی شما خودکشی بکنی با یه سختی زندگی مثل قطار میمونه پشت سرم میاد میره تا آخر سر میرسه به منزل آخر سرش مرگه ایستگاه آخرش مرگه البته مرگ چاره است نه اول کار نه اول جوانی ببخشید من این سنگلاخه آوردم نمیدونستم ببینم
چرا گریه می‌کنی؟ ها؟ میدونم احساس دادن خیلی سخت، خیلی سخت. ما از دست میدیم دیگه متاسفانه. نمیدونم. گریه نکن. خنده همراه با گریه. خودت چه احساسی داشتی بعد از اینکه این کاری کردی؟ خب خیلی خوب شدم. گریه نکردم، البته این اولین گریه‌ای که بعد از اون کوتاه کردم. خیلی خوب شدی، خیلی ناز شدی، باور کن بهت خیلی رو نیست سریم افتاد. دیگه. مهم نیست، بذار ما بذار بنسر سرت میکنی، بذار هوا بخوره.
Saba Alizadeh. Saba Alizadeh que vous retrouvez dans l'exposition, qui est aussi photographe et avec son cabanché. C'est aujourd'hui son anniversaire. Saba, happy birthday. Thank you. Je voudrais appeler Anaïta Gabayan à me rejoindre sur scène. Elle est la commissaire de l'exposition Iran années 38 avec Nyusha Tavakolian. Ensemble, elles ont réalisé ce projet formidable, cette gageure de présenter 66 artistes iraniens dans cette exposition. Je voulais qu'elle se joigne à moi et qu'on puisse co-présenter, co-animer cette soirée. Ce soir, Anaïta a une galerie à Téhéran, la galerie Silk Road, et depuis 15 ans, elle fait la promotion en Iran de la photographie. Je te remercie, Sam. Je suis très émue, très intimidée. Je suis fière d'être là. Je vous remercie tous de nous avoir accueillis. C'était inattendu, c'était inespéré. Je suis heureuse d'être ici et je suis tellement heureuse d'avoir tous ces photographes ici avec nous, les photographes de l'exposition. Vous allez pouvoir faire connaissance avec certaines d'entre eux. En fait, vous allez faire la connaissance de 3 photographes, femmes, et vous allez pouvoir rencontrer les autres. Je vais prendre quelques minutes pour vous lire ou vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait depuis la création de ma galerie. Je vais là-bas avec mon papier. Je vous laisse avec Anaïta. Nous sommes tous là pour vous raconter, chacun d'entre nous, une histoire qui vient compléter les histoires qui ont été racontées dans l'exposition Iran années 38. Pour ma part, je vais raconter l'histoire de ma galerie que j'ai créée en 2001. C'est en fait Abbas Kiarostami qui m'a encouragée à me diriger vers l'art. Déjà, la photographie m'attirait beaucoup. Je lui trouvais une profondeur que je ne trouvais pas forcément dans les autres domaines de l'art. C'était aussi un moyen de communication pour tous les photographes, mais aussi pour moi, qui ai trouvé un moyen disons, communiquer des messages à travers les expositions que j'organisais. La photographie que je représente à la galerie n'est jamais neutre et elle n'est jamais abstraite. Par ailleurs, j'aime bien toujours creuser un sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé une galerie spécialisée dans la photographie.
À l'époque, en 2001, il devait y avoir peut-être 3 ou 4 autres galeries, pas plus, et il n'y en avait pas de spécialisées. Et c'était vraiment un pari risqué. Un jour, Abbas Kiarostami est venu me chercher, m'a emmené dans le bureau d'un ami à lui, d'un graphiste, et il a dessiné le logo de la Silk Road Gallery. Dans ce logo, on trouve la fameuse route de tous ces films, celle qu'on a vue tout à l'heure dans le film Le goût de la cerise, et celle de Où est la maison de mon ami, qui m'a vraiment bouleversée et qui a un peu changé le cours de ma vie. À travers son cinéma, Abbas Kiarostami, et aussi à travers sa photographie et sa reprise des recueils de poésie persane, il a réinterprété la culture contemporaine pour nous tous. Nous avons commencé l'activité de la galerie avec une exposition de ses photographies. Puis j'ai fait la connaissance de Shadi Gadirian, de Bahman Jalali et de tant d'autres. Dans toutes ces œuvres que j'ai exposées au cours de toutes ces années, il y avait des images dures, mais en fait, il y avait surtout beaucoup de subtilité et beaucoup de poésie. La culture persane a toujours été imprégnée par la littérature et la poésie. Et ces dernières décennies, petit à petit, elle s'est dirigée vers les arts visuels, principalement par le cinéma, on peut le dire. L'exposition Iran années 38 que vous avez vue ou que vous allez avoir l'occasion probablement de visiter dans les jours à venir en donne un aperçu. Je crois que le cinéma et puis la photographie ont aussi changé le regard que l'Occident posait sur l'Iran des années 80, l'Iran de tous les extrêmes des années 80 et 90. Mais en ce qui me concerne, si je suis ici, c'est grâce à tous ces photographes qui m'ont accompagnée toutes ces années. Leurs œuvres m'ont subjuguée et m'ont incité à les présenter et à les défendre. Je voudrais tout particulièrement les remercier. Je ne peux pas les nommer un par un, mais ils m'ont accompagnée pendant ces années, depuis 2001. Et je voudrais en nommer quelques-uns. Je voudrais dire merci Shadi, merci Tahmine, merci Saba, merci آقای قزبانپور، مرسی از همتون، مرسی ابراهیم، خیلی ممنون از این همراهی که با ما کردیم. Je voudrais aussi dire merci à Niusha. Niusha et moi, nous avons eu quelques occasions de travailler ensemble et cette année, ce travail s'est focalisé sur un projet qui s'est transformé en cette exposition qui a lieu en ce moment, Iran années 38. Niusha, vous le savez, est l'une des figures emblématiques de la photographie contemporaine. Elle est photojournaliste et couvre les conflits mondiaux, mais elle travaille beaucoup sur les femmes, justement dans ces conflits. Souvent, beaucoup plus souvent au Moyen-Orient, mais aussi parfois dans d'autres pays. Elle a été en Colombie et puis dans d'autres endroits. Elle fait aussi, vous le savez, partie de Magnum, l'une des représentations internationales et prestigieuses de la photographie. Voilà, j'ai fini. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Ça a été génial. Pour nous, ça a été une grande expérience. Et puis, ma foi, peut-être qu'on pourra revenir encore un jour. Merci à vous tous. Merci, Aneta. Hello everyone, I'm so pleased to be here. Bonjour à tous, je suis tellement contente d'être ici. J'ai travaillé très dur pour être ici. Je suis un peu stressée, donc pardonnez-moi si je tremble. Ça va durer 2 minutes et après ça va passer. Je souhaiterais vous amener au 19e siècle en Iran, où
Mon grand-oncle adorait la photographie. C'était un garçon de 16 ans et il a vu un photographe russe qui prenait des photos à travers l'Iran. Et son père était un homme important dans ce coin de l'Iran-Kurdistan. Il a acheté son appareil. Il a commencé à prendre des photos de sa famille. Et donc, ces plaques de verre que vous voyez sont uniques, qui datent de presque 145 ans en Iran. Ce sont des images de mon grand-père ici. Lui aussi, il adorait la photographie. Il avait toujours un appareil photo autour du cou. Il allait au bazar pour prendre des photos. J'adore cette photo parce qu'on dirait que c'est un film de Fellini. Il prenait des photos, mais il a rencontré ma grand-mère au bazar. Il est tombé amoureux. Il est allé lui demander en mariage. Ça, c'est ma grand-mère. Mais la famille de ma grand-mère lui a dit qu'il ne pouvait pas être photographe parce que l'appareil photo autour du cou, c'est pour les losers. Pardon. Donc, il a mis de côté son appareil photo. De temps en temps, il faisait des portraits de ma grand-mère. Cet arrière-grand-oncle ne prenait plus de photos du fait des politiques. Il a régné sur l'Iran lui-même. Et pour un homme de sa stature, c'était pas bien d'avoir un appareil photo et de prendre des photos. Et mon grand-père, du fait de l'amour et de la tradition, également a renoncé à sa photographie. Et ensuite, il y a moi. Moi, j'étais une fille de 16 ans. J'ai quitté l'école. J'ai détesté les études. J'étais dyslexique. J'ai décidé de devenir photographe. Un jour, par accident, un étranger gentiment m'a parlé parce que j'avais un appareil photo sur mes genoux. Il m'a dit, est-ce que tu veux devenir photojournaliste? Et j'ai dit, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai dit oui. Il m'a donné une adresse par gentillesse. Je suis allée à ce journal. J'ai eu un travail. Et ça, c'est mon premier image. J'ai été publiée. Donc, j'étais la première femme photographe et j'avais 16 ans en Iran. J'ai trouvé mon langage, j'ai trouvé quelle était qu'à travers la photographie, je pouvais communiquer avec les autres. Je n'ai jamais renoncé. Et il y a eu des problèmes, je ne veux pas les évoquer parce que dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. J'ai travaillé dur pour 12 journaux qui ont plié du fait de raisons politiques. Je suis devenue photographe de cinéma et ensuite j'étais sans emploi pendant quelques temps. Mais je veux parler de cette image parce que cette image, c'est un point tournant dans ma photographie en 2009 quand il y a eu des manifestations et des émeutes parmi les étudiants à Téhéran. Et il y avait beaucoup de jeunes personnes qui protestaient contre le président de l'époque, Ahmadinejad. Je travaillais pour le New York Times, j'étais photojournaliste et c'était la seule chose que je connaissais dans ma vie, le photojournalisme. Mais quand j'ai voulu prendre cette photo, cet homme a couvert son visage avec ses mains. Et j'étais certaine que je ne pouvais plus être une photojournaliste libre. Donc, c'était une tragédie pour moi. Le même soir, je suis entrée chez moi et on a reçu le message du ministre de la Communication que la photographie n'était plus autorisée. Comment est-ce que vous pouvez vous sentir? En tant que photojournaliste, c'est la seule chose que vous connaissez. Vous allez ici et là. J'étais déprimée pendant presque 6 mois. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais restée allongée dans le canapé. Et un jour, je réfléchissais. Je me disais, mais peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Peut-être qu'il faut que j'essaie encore plus. Peut-être que de plutôt toujours regarder à l'extérieur, je dois regarder à l'intérieur. Regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi-même et d'essayer de créer un lien avec moi-même en prenant des photos. Donc, j'ai commencé mon premier projet artistique qui s'appelle Listen. Ça parle de chanteuses, femmes qui n'ont pas le droit de chanter. Elles peuvent chanter lors de fêtes privées, mais elles ne peuvent pas gagner de l'argent à travers la chanson parce que la chanson, le fait de chanter en tant que femme en public n'est pas autorisé. Donc, j'ai pris les portraits de ces chanteuses. J'ai pris le portrait pendant qu'elles avaient les yeux fermés. Et ensuite, j'ai décidé pour chacune d'entre elles de faire des couvertures imaginaires.
une couverture de CD imaginaire. Et donc, afin qu'un jour, si elle voulait produire un CD, qu'elle puisse avoir une couverture. J'ai demandé à ma sœur d'être mon modèle. Et donc, j'ai pris son image. Et d'autres également, voici Morale. Ça, c'est la couverture de CD imaginaire. Le titre, c'est Quand j'avais 20 ans. Fahar Lutfi, n'oubliez pas, ce n'est pas vous. Saya Sudefi. Et puis, j'ai fait mon premier projet. Regarde. Et ce n'était pas facile pour moi de travailler en tant que photojournaliste. Donc, j'ai changé encore. J'ai décidé de faire un projet sur mon propre bâtiment. J'ai utilisé le bâtiment comme une métaphore de l'Iran. J'ai utilisé la fenêtre de ma chambre comme le contexte de mon histoire. J'ai demandé à tous mes voisins de venir dans ma chambre et j'ai fait leur portrait. Parce qu'à l'époque, c'était une époque très spéciale en Iran. Beaucoup de jeunes avaient l'impression d'être piégés du fait de la sanction du monde extérieur. Et au sein de l'Iran, la tension politique, ils se sentaient piégés entre ces deux puissances. Et ils étaient déprimés, les jeunes. Et je voulais le montrer. Mais je voulais essayer également de me confiner pour voir comment je pouvais parfois trouver une liberté alors que je n'en avais pas et que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Ces projets sont très importants pour moi parce que j'ai appris quelque chose. Et cela m'a rendu ma liberté. J'ai appris en tant qu'artiste que quand on ressent la peur, on ne peut pas travailler. Et ces deux projets ont brisé ma peur et je me suis sentie libre après. Et cela a affecté mon travail documentaire également parce que j'ai commencé à voir les choses d'une manière différente. J'ai essayé de lier mes yeux, mon cerveau et mon cœur tous ensemble quand je prenais les photos, et non seulement mes yeux. Et je prenais cela avec tous ensemble. Donc, ces projets sont très importants pour moi. Je vais vous montrer encore quelques images et ensuite, avant, je partais à l'international avec des commandes, mais après ces deux projets, quand j'ai eu 30 ans et je suis devenue plus expérimentée, j'avais plus de confiance en mon travail. J'ai décidé que je voulais faire un projet de long terme, que je pouvais suivre, prendre des photos et j'ai décidé les femmes soldats à travers le monde. Ça, c'est en Syrie. J'ai commencé le projet en 2015. Je voulais voir comment c'était en tant que femme quand vous avez décidé de prendre une arme et d'aller combattre pour tuer quelqu'un ou être tué. Je voulais comprendre ces femmes et comprendre pourquoi ils faisaient cela. J'ai traversé le monde, je suis allée en Syrie, en Irak, en Colombie et j'espère pouvoir me rendre dans bien d'autres pays. Ce qui est intéressant ici, c'est que je n'ai pas simplement pris des photos, je les ai interviewées pendant 2 ou 3 heures. Je voulais vraiment les comprendre. Et ce qu'elles ont toutes en commun, c'est la colère envers la société d'où elles viennent. Donc, elles ont une raison de mettre leur vie en péril. Elles sont en colère. Elles ont l'impression qu'elles ne sont pas égales à beaucoup de personnes au sein de leur pays. Elles ressentent l'inégalité. Certains sont abusés par des membres de la famille en Irak, en Colombie. Ici, c'est le travail de la Colombie.
Quand je parlais avec cette femme, je leur disais, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'elles ont signé un accord de paix et c'était ma dernière occasion il y a 4 ans, il y a 4 mois pour prendre leurs photos. Elles ont dit, mais on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on va essayer de faire de notre mieux. Certaines d'entre elles ont dit, je veux devenir dentiste. Elle avait 40 ans, elle était pleine d'espoir. Elle voulait reprendre l'école et devenir dentiste. Donc, elles avaient de l'espoir. On verra. Et voici mes images les plus récentes de l'Iran, où j'ai essayé de documenter ma société, ce qui s'y passe. J'ai l'impression que l'Iran est le train le plus rapide du monde et qui va je ne sais où. Et j'accompagne le train, mais j'ai toujours un peu de retard, donc je prends toujours l'image de la fumée derrière le train. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de fumée dans mes photos d'Iran. Ce qui est intéressant pour moi, c'est avant, j'étais obsédée par quel était le point de vue des étrangers vis-à-vis de l'Iran. Quand j'étais jeune, j'ai commencé il y a longtemps, donc cette année, c'est le 20e anniversaire de mon début de carrière de photographe. Et j'étais toujours préoccupée par le regard des gens de l'extérieur de l'Iran et comment ils nous voyaient. Mais quand j'avais 26-27 ans, j'ai décidé que je n'allais plus m'inquiéter du tout de cela, parce que ce n'est pas à moi d'expliquer l'Iran au monde extérieur, parce que si ma préoccupation est simplement d'expliquer l'Iran au monde extérieur, mes images vont toujours rester superficielles et ne creuseront jamais au plus profond des couches de la société. Donc j'ai décidé que je souhaitais faire miroir avec ma propre société. Mon projet Blank Pages, un album de photos de famille iranienne, c'est un projet important dans ma vie parce que pour la première fois, j'ai décidé que je voulais montrer la classe moyenne de la société iranienne, qui sont ces 75% de la population iranienne qui font partie des classes moyennes. Et ils ne sont pas conservateurs, qui descendent dans la rue et ils ne sont pas modernes et hipsters, ils ne font pas partie de ceux qui font la fête. Ce sont des jeunes normaux qui vivent comme tout le monde. J'ai décidé de suivre ce format parce que quand j'ai une obsession avec des albums photos, avec l'enfance de tout le monde, parce que je n'en ai pas moi-même. Je leur ai demandé de m'apporter leur album de photos d'enfance. Et ce qui était intéressant, c'est que 9 d'entre eux, quand je leur ai demandé de l'amener, quand je parcourais leur album photo, je me suis rendu compte qu'à un âge donné, quand ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans,
Leur album de photos est devenu... Il n'y avait plus que des pages blanches. Donc, j'ai décidé d'ajouter les nouvelles images de leur histoire de vie d'aujourd'hui et donc de remplir ces pages blanches, de continuer leur album photo. J'ai choisi 4, 5, 6, non, 9 personnes différentes et je leur ai suivi tous les jours pendant un mois. J'étais curieuse de voir ce qu'elles voulaient, ce qu'elles ressentaient. Donc j'allais partout avec eux pendant un mois. Il y a l'un d'entre vous qui était artiste et ça, c'est Somaya. C'était une des personnes les plus importantes pour moi parce que c'était une combattante. Elle venait d'une famille très religieuse, d'une société religieuse très dominée par les hommes à l'extérieur de Téhéran. C'était l'enfant unique d'une grande famille et son père ne l'a jamais laissé la liberté d'être elle-même. Elle avait toujours peur de sa famille. Mais quand elle a pris de l'âge, elle a décidé de devenir combattante. Elle a déménagé à Téhéran, elle a divorcé, elle est devenue enseignante d'anglais dans une école pour filles. Donc, je souhaiterais terminer là où mon arrière-grand-oncle, du fait de la politique, a renoncé à sa photographie. Et son grand-père, du fait de la tradition, ne prenait plus de photos. J'ai utilisé ces deux comme outils pour continuer à raconter nos propres histoires. Et j'ai une vidéo de 2 minutes. Il s'agit d'un portrait de Somaya. C'est ça le titre. Nyusha Tavakolian. Thank you. Thank you, sir. Thanks for everything. Nyusha Tavakolian, retenez ce nom, vous l'entendrez encore souvent.
تو همون تایمی که رزمایش شروع شده بود و یه سر تیر میزدن و اینها، این پسر خسته شده بود و اونجا دراز کشیده بود استراحت میکرد. رزمایشی که میرفتم رزمایش‌های بسیج بودش و بسیج یه ارگانیه که در واقع یه ارگان مردمیه. خیلی گسترده است بسیج، هم بحث نظامیه هم هزار تا چیز هست. چند مدل آدم بودن اونجا، یعنی یه سرشون واقعا براشون تفریح بود، دوست داشتن یه اسلحه بهشون داده بودن که حالا میتونستن شلیک کنن و هیجانشون رو تخلیه کنن. ولی یه سریا نه، واقعا یه سریا از یه قشر حالا مذهبی بودن و اعتقاد داشتن باید یه سری چیزای نظامی رو یاد بگیرن که از کشورشون بتونن دفاع کنن و خیلی جدی بود این قضیه براشون. جوانایی که اونجا من باشون آشنا شدم 18 سال تا تقریبا 25 سال. بیشتر بچه‌هایی که من اینجا باشون آشنا شدم قشر متوسط بودن. اینکه چون هیچ جایی نبود برای مثلا حتی جای فرهنگی هم نمیتونستن برن، تنها جایی که میتونستن دور هم جمع شن بسیج بود. اینم وقتی گرفتم که میخواستیم بریم سمت کرمانشاه، مرز ایران و عراق. قبل از اینکه سوار اتوبوس شیم یه سری از بچه‌ها داشتن با گوشیشون بازی می‌کردن. محیط خب با اونجایی که خودم زندگی می‌کردم و تجربه کرده بودم کاملا متفاوت بود، چون منم اصلا سربازی نرفته بودم و اصلا محیط نظامی رو تجربه نکرده بودم. خب محیطی خورده خشک بود، ولی خب انرژی اون بچه‌ای که من باشون بودم و شیطنتاشون انقدر زیاد بود که این از این خشکی این فضا خیلی کم می‌کرد. جذاب‌ترین همون بخشش برای من همون تایمی بود که تو شب از این عکس گرفتم. منور می‌زدن و فضا روشن می‌شد و خیلی عجیب غریب بود یه خورده. چون حالا هر جایی باشن مردم راحت عکس می‌گیرن یا یه نوشته‌ای شیر می‌کنن دیگه، خیلی راحت. یعنی هر اتفاقی که میفته یه هشتگ رو سرچ می‌کنی خیلی راحت می‌تونی به همه چیز دسترسی پیدا کنی. حتی به نظرم از بعضی جاها از سایت‌های خبری هم جلوتر اینستاگرام. خیلی هم به نظرم اونجور که از بیرون نگاه میکنن خیلی محدودیتایی برای عکاسی نیست. یعنی خب تو همین سالا هم خیلی میبینیم که عکاس از هر سوژه‌ای که دوست داشتن عکس گرفتن و اوکی بوده همه چی. Je souhaiterais remercier les chers organisateurs qui m'ont invité dans cette belle ville. Je suis tellement heureuse d'être ici. Je vais vous montrer 3 séries différentes que j'ai produites. Tout d'abord, les séries Qajar. Qajar, c'est une série que j'ai faite en 1998. À l'époque, j'avais un travail dans le musée de la photographie à Téhéran et je travaillais sur ma thèse également. Qajar est le nom d'une dynastie iranienne il y a 170 ans. C'était une époque où le modernisme est arrivé en Iran, ainsi que l'appareil photo et la photographie. Et notre chat a voyagé à Paris et il était amoureux de la photographie. Il a acheté un appareil photo et l'a ramené en Iran. Et il a commencé à
prendre des photos de ses 400 et quelques épouses. C'était le seul qui pouvait rentrer dans le harem. Et donc, heureusement, nous avons des archives très importantes de photos de femmes de l'époque. Et pendant l'époque où je travaillais au musée, j'étais très inspirée par ces archives et j'ai essayé de faire quelque chose sur ce sujet. J'ai tout fait exactement comme les anciennes photos, mais de l'autre côté, je voulais raconter l'histoire des nouvelles générations également. Donc, j'avais certains symboles de la vie moderne. En fait, j'ai combiné deux époques, le présent et le passé, pour montrer que nous avons la tradition, mais on accepte également le modernisme. J'ai commencé à prendre des photos et M. Baham Jalani, mon professeur, m'a beaucoup aidé. J'étais étudiante à l'époque. Il m'a aidé. Et les femmes dans les photos ne sont pas des mannequins professionnels, ce sont mes sœurs, mes amis, des membres de ma famille. J'ai emprunté les robes des archives de la télévision et ensuite j'ai exposé ces photos en Iran. Et ces photos ont commencé à voyager, à parcourir le monde et m'ont permis de voyager avec elles. La prochaine série que je vais vous voir, c'est Comme tous les jours. En 2001, j'étais mariée et avec mon ami et mon collègue, je me suis mariée. Et dès que j'ai parlé de mon mariage à ma mère, elle a commencé à rassembler ma dot, les plats, les couverts, etc. Et elle a envoyé toutes ces choses à ma nouvelle maison. Et après, toute notre famille, nos amis sont venus nous voir et nous ont amené des cadeaux, certaines choses. Et cela a soulevé une question. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses? Est-ce que je vais les utiliser? Et la réponse était oui. Je les ai utilisées. Je les utilise tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai mis comme titre « Tous les jours ». Je les expose, comme toujours, je les d'abord exposés dans des galeries secrètes à Téhéran. La réaction des gens était très différente. Il y a certaines personnes qui les aimaient, d'autres les détestaient, surtout les hommes. Mais ils m'ont dit, la plupart des organisations féministes les ont utilisés comme posters, mais les hommes m'ont dit, vous montrez des images dégoûtantes des femmes iraniennes au monde entier. Mais je pense que ça fait partie de la vie des femmes, pas simplement les Iraniennes, mais à travers le monde. La mère s'inquiète toujours des enfants, même si elle est médecin, femme au foyer, enseignante, peu importe. Pendant son travail, elle pense au repas du soir. Donc, c'était l'histoire de cette série. Et la dernière série s'appelle Nil. J'avais 6 ans quand la guerre Iran-Irak a commencé. Et j'avais 14 ans quand la guerre a pris fin. J'ai beaucoup de souvenirs de cette guerre. Au début, la guerre était loin de chez nous. Ça restait près de la frontière, mais petit à petit, la guerre s'est rapprochée. Et Téhéran, la capitale, a été bombardée. Je peux toujours aujourd'hui fermer les yeux et entendre le bruit des bombardements. Je me rappelle que pendant la nuit, on dormait et d'un seul coup, on a été réveillés par les bruits des bombes. En 2007, j'ai décidé de faire une série sur la guerre.
Et je voulais montrer comment on vit en temps de guerre. Je pense que les gens qui ont vécu la guerre ne peuvent jamais oublier ce qu'ils ont vécu. Il semblerait que la guerre soit terminée, mais on vit toujours avec la guerre. C'était très important pour moi de faire cette série. Maintenant, j'ai une fille, elle a 10 ans. Et quand j'imagine si peut-être demain une autre guerre commencerait, je me demandais qu'est-ce qui se passerait. Je me demandais comment est-ce qu'on m'envoyait à l'école à l'époque, comment est-ce que mon père allait au travail, pourquoi est-ce qu'on ne restait pas au milieu de notre maison pour rester en sécurité. Mais ma mère m'expliquait que la vie continuait. Oui, la vie continue. Et à la fin, pour finir, je souhaiterais vous dire qu'il y a beaucoup de complexité culturelle et humaine dans mon pays. L'Iran est le 18e pays le plus grand du monde. Il y a plus de 25 groupes ethniques et 75 dialectes. Il est très difficile de montrer la réalité de la vie des femmes. Et aujourd'hui, quand je regarde mon travail pendant ces années-là, en tant qu'artiste qui est né là-bas, et je choisis de continuer à vivre là-bas. Et je travaillais sur le sujet des femmes et je me suis rendu compte que je pouvais montrer quelques aspects de la vie des femmes. Oui, c'est très dur. Et l'expliquer devant 2000 personnes, c'est encore plus difficile. Merci beaucoup. Sadi Gadirian. Sadi Gadirian, que vous retrouvez dans l'exposition à l'église Sainte-Anne. Et les petits films que vous voyez, celui sur Sana Siri qui vient de passer et celui qui va passer dans un instant sur Akko Salemi, font partie de la web-série Iran No Filter, réalisée par Valérie Urea et Nathalie Maduro et produit par Noam Rouba pour Arte. یا یک انسانم آرزوز یه تیکه از مولوی یا رامی رو گذاشته روی این همچون جای تتوش یه جوری بود که از رو مانتو میشد گرفت توی کوچه گرفتیم. این قضیه استریت فوتوگرافی که اخیراً با موبایل عکاسی کردم مربوط به 4 سال اخیر میشه. همزمان که در واقع من برای مطبوعات عکاسی میکردم در واقع یه جوری خسته شده بودم از حمل کردن فضای ایران. هم یه شکلی شده بود که تو با موبایل نمیتونستی، با دوربین حرفه‌ای نمیتونستی تو خیابون عکاسی کنی. چشم‌ها و نگاه‌ها به سمت تو بود و همیشه در واقع همه ازت میپرسیدن از چی عکس میگیری، برای کجا عکس میگیری و موبایل اون قضیه رو داشت کم کم برای من راحت‌تر می‌کرد. و اصلا از اون در واقع باری که من یک عکاسم اومدم بیرون و تبدیل شدم به آدم معمولی تو خیابون، ولی ذهنم همون عکاسه بود که قبلا بود و دیدم خیلی جالبیه، کلکی زدم اینجا و خیلی برام جالب بود. آدما که عکس مخصوصا استریت های موبایلی من می‌بینن فکر می‌کنن اینا رو من چیدم. آدما رو مثلا گفتن تو برو اونجا وایسا، تو برو اونجا وایسا، تو برو، در حالی که واقعا به صورت خیلی رندوم و در لحظه شکل گرفته همه عکس که و خب من علاقه خیلی شدیدی به عکس از چادر گرفتن دارم به خاطر یه فضای گرافیکی که ایجاد می‌کنه. همین فقط یک فضای مشکی بزرگ و میتونی به راحتی ترکیبش کنی. من خیلی علاقه به کنتراست دارم. حالا کنتراست چه تو نور باشه، چه تو ترکیب بندی باشه، چه تو چینش آدم‌ها باشه.
این کنتراست ها برای من جذابه. تا اینکه خب حالا نمیتونم ادعا کنم نفری اول، خود جز اولین نفرا بودم که تو ایران واقعا با موبایل حتی عکاسی میکردم و حتی اینکه تو خیابون عکاسی کردم. خب اینکه رابطه من با اینستاگرام میتونم بگم تو چند سال اخیر خیلی به من کمک کرده. خب من قبل از اینستاگرامم 10-12 سال عکاسی کردم خیلی شدید، ولی عکسام اصلا دیده نشده بود. فضای اینستاگرام فضای شخصی که تو میتونی این کارو بکنی و حالا خب خیلی هم به جایی بر نمیخوره و طبیعتا دیدم تو اینستاگرام بهترین جایی که میتونم منتشرش کنم تو هم عکسای اینستاگرامه. یعنی طبیعتا برای خارجی خیلی جذاب بود که کسی تو ایران مثلا با موبایل تو خیابونه و داره زندگی روزمره مردم و مثلا یه نفر تو فرانسه نشسته داره عکسی رو میبینه که با موبایل همین مثلا 1 ساعت پیش تو خیابون تهران گرفته. خیلی جذاب بود. خب از لحاظ عکاسانه اگه جذاب باشه برای هر کدوم از عکسایی که تو اینستاگرام هم شما میبینید بالای 700 تا عکسه، من برای هر کدومش عکسای خیابونی شاید بالای 5 ساعت راه رفتم. من الان 2-3 بار مچ پام پیچ خورده یا آسم کوچولویی داشتم که اون آسمم الان اوت کرده، انقدر تو آلودگی تهران راه رفتم. در واقع این که من چه جور در واقع آدم‌هایی رو دارم عکاسی میکنم و آدم‌هایی که باشون سر و کله دارم، دوستای اطرافم، همه خب همسن سال خودم هستن. طبیعتاً ما هم نسلی هستیم که خب بعد از انقلاب به دنیا اومدیم. با نسلی که قبل از انقلاب به دنیا اومدیم یه مقداری تفاوت‌هایی داریم و خب طبیعتاً مشکلات خودمون و فضای خودمون داریم. که غم درون دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. شراری مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. Nous avons vu quelques images de Gohar Dashti qui n'est malheureusement pas présente parmi nous. C'est également l'une des artistes de renom, photographe très connue au niveau mondial. Je voudrais aussi présenter la musique qui a accompagné cette série. C'est la musique de Massa Vadat. Et là, je voudrais appeler Tamine Mozavi à me rejoindre.
Tamine et moi travaillons depuis quelques années ensemble. Elle a aussi travaillé dans le domaine de documentaire que la mise en scène. Elle fait partie des talents, des photographes de talent. Elle va vous expliquer elle-même son travail et à l'occasion, je l'accompagnerai aussi. Merci. Hello everyone. I would like to thank you and say that. Bonjour à tous, je souhaiterais vous remercier, vous dire que je suis très reconnaissante d'être ici et de partager mes histoires avec vous. J'ai étudié la photographie et depuis lors, je suis passionnée. J'adore parler de questions sociales. Au début de ma carrière, je me concentrais sur la photographie documentaire. Après avoir travaillé sur de nombreux sujets, j'ai trouvé un foyer au sud du terrain qui était pour les femmes droguées. Ce foyer donne des lits que pour des femmes droguées, afin qu'elles puissent passer la nuit dans un lieu sûr. Ce foyer était lié à une œuvre charitable. Pendant 3 années, je visitais des personnes au sein de ce foyer fréquemment et j'ai saisi leur vie dans mon appareil photo, avec mon appareil photo. این توه؟ من اینجا اومدم. کی اومد؟ همونجا که مرجانم اتاق داشت. کی دستم ها؟ من این تو بود دیگه. اتاق من اولین باره که بعد از اینکه ترک کردی. همین بود. خواستم شیرینی بگیرم برات ولی انقدر نه بابا. ترافیک بود. مرجان تنهاه. گفتم جریانشو. حالا نمیدونم میگن یه مواد جدید اومده خیلی خطرناکه. مرجانم الان 3 شب نخوابیده. بیا به داد من برس. دیشب انقدر گریه کرد. اسم مواد چیه؟ این جدیداست. کیمیکال. شیمیاییه؟ آره. خب کیمیکال یعنی شیمیایی. اصلا کلا میگه خیلی چیز بدیه. استخونه خالی بودم. اون موقع معتاد بودی؟ چقدر لاغر بودم. نه بابا الان کلی توپلی. من الان یه همچین کسی به بغلم بشین در میدم. ببین حالا اینجا رو یاد میاد؟ نه اینم رو یادمه. اینجا اصلا تو خودم نبودم. اصلا نمیدونم کجاست. کدوم قسمت از تو خوابگاه است نمیدونم. تو اتاق بود، حیاط بود. ببین اکثر اونایی که باشون زندگی میکردن مردن ها. حتی عمن جوان‌تر بودن مردن. خیابون پامنا رو جا زنای معتاد هستن. باشون حرف زدم گفتم مثلا کجا زندگی میکنین، خونتون کجاست. بهم گفتن که یه خونه‌ایه که در واقع مثل گرم خونه میمونه. اونا شبا اونجا مستقرن، صبح دوباره بعد بیان بیرون. نمیدونم چرا اوایل خیلی همش اصرار به این داشتم که دستشون سیگار باشه. این فقط می‌خواستم مثلا اعتیادشون رو با این سیگار نشون داده، سیگار نشون بدم. بعداً پشیمون شدم چون بنزه کافی اون صورتشون و اینا خودش گویای قصه هست.
اون آدمایی که توی حالا همون خونه‌ای که گرم خونه‌ای که بود و باغ انگوری، اونا با حداقل تعلقاتشون میان توی اون خونه و مستقر میشن. اون گوشه هایی از زندگی اوناست. هر جامعه‌ای هم خارج از ایران هم همینطور باشه که نخوان گوشه های منفی جامعهشون رو نشون بدن. ولی خب به هر حال کار من و ما راوی این گوشه های زندگی هستیم، راوی این لایه های پنهان جامعه هستیم. کل زندگی تینا اون موقع همین بود. هیچ وقت یادم نره چی بودم. دور ور ندارم واسه خودم. یه وقتایی این عکس خیلی بهم پیام میده. من اینجا هیچ کس رو نداشتم، ولی الان دوستای بهبودیم، جلسه، راهنمام، با اینا باز وایسادم دارم میرم بالا. اگه باز تنها باشم دوباره فکر کنم برم همینجوری بشم. دوباره زنده شدم. Dans cette vidéo, vous venez de voir Tina, le personnage, l'une des femmes qui habitait dans ce foyer. Tina, c'est une femme qui luttait avec son addiction pendant plus de 19 ans. Mais elle a pu sortir de cette addiction grâce à toutes les personnes qui l'entouraient. Tina vit maintenant dans une toute petite pièce qu'elle loue au sud de Téhéran. Pour ma deuxième partie, après cette série, j'ai travaillé sur plusieurs projets. L'un de ces projets, c'est ce projet-ci. L'idée de ce projet a commencé quand j'ai commencé à être sensibilisée sur les bâtiments dans lesquels on vit. Surtout parce que j'ai vécu toute mon enfance dans un bâtiment qui avait 100 ans. Maintenant, ces bâtiments sont remplacés par une architecture moderne et sans âme. Bien que, d'après moi, ce contraste en lui-même est très intéressant. J'ai commencé à trouver les bâtiments qui avaient été détruits et les maisons à travers mon pays. Également, la question des ruines et des personnes qui vivaient dans ces lieux était un autre sujet sur lequel je souhaitais travailler. Je pense que chaque partie des vieux bâtiments, il reste quelque chose des habitants anciens. Et j'ai choisi quelques personnalités locales pour faire partie des photos et j'ai essayé de faire ressusciter l'âme du bâtiment et son histoire. J'ai étendu mon projet afin d'essayer de découvrir des idées similaires dans d'autres lieux également.
Damine Monzavi. Merci. Thank you. Merci. Merci. I want to just say Je souhaitais juste dire quelque chose. Je souhaiterais remercier Anaïta Rabana pour son soutien, son travail sur ces nombreuses années et pour sa photographie. Merci beaucoup, Anaïta. شنا کردن برای زنان ممنوعه توی آب، حتی با لباس. و چیزی که بر من جالب بود، دوستان من از دبیرستان که قدرت ریسک داشتن، قدرت خطر کردن داشتن، من این رو نداشتم. ما آخر شب از اون ساحل بیرونمون کردن به خاطر لباسهای خیس دخترها. 2 سال آخر دبیرستانم و دانشگاهم رو کانادا خوندم. بعد تابستون 2010 که برگشتم ایران، برام جالب بود دوستایی که تو دبیرستان داشتم و اینکه زندگیامون چه شکلی تغییر کرده بود. همین شد سال 2000 کاملا غریزی دوربینم رو چرخوندم رو دوستای خودم و متوجه شدم که جوونا یک زندگی کاملا موازی دارن با چیزی که تو توی جامعه، توی فضای باز تجربه میکنی. جوانایی که من عکاسی کردم، جوانای طبقه متوسط رو به بالان، اکسپوز شدن به اینترنت و ماهواره و دنیای خارج از اینجا. یک فرهنگی از جنگ بزرگ شدن که وقتی همچین چیزی وجود داره توی پس ذهنت یا حتی تو روزمرگی زندگیت، باعث میشه که تو به روز زندگی کنی، هیچ ایده از آینده نداری چون میدونی آینده میتونه تو یک روز عوض بشه. هرچه خوش میگذرونی، خیلی اوقات واسه آینده خیلی برنامه ریزی نمی کنی. در عین حال این جوان‌ها زندگی روزمره‌شون مثل جوانای همه جای دیگه دنیا. اگر حضوری از حجاب یا هر چی نباشه، تو نتونی بفهمی که این از کجا گرفته شده. بعد از راه پیدا کردن تیم ایران بود به جام جهانی، دفعاتی هست که جوان‌ها خیلی راحت میتونن تو خیابون شادی کنن بدون اینکه مشکلی پیدا کنن. از موقعی دیگه‌ای که میتونن توی خیابون جمع بشن، مراسم‌های مذهبی هستش. و برای من همیشه خیلی جذاب بوده که چجوری این عاشورا تاسوعا استفاده میشه به عنوان یک فضایی که جوونا بتونن توی خیابون لاس بزنن. دختر 14 ساله‌ای بود. بر من عجیب بود این موقع شب بیرون بود با دوستاش و خب فوق‌العاده زیباست. حتی بعضی‌ها هم ریفرنس دادن که شبیه ریاناست. من به اینستاگرام سال 2013 پیوستم. تنها استفاده‌ای که میکنم و متوجه شدم تاثیر خوب داره این که زندگی روزمره رو توی جاهایی که خارج از دسترس برای عموم مردم دنیا. تلاش نکردم که هیچ وقت نمایشگاه بذارم.
Voilà, cette soirée Iran maintenant qui se termine et avec elle, la 48e semaine d'ouverture des rencontres d'Arles. Je voudrais appeler à me rejoindre sur scène tous les Iraniens et Iraniennes qui ont participé à ce projet. Anaïta Gabayan, Nyusha Tavakolian, Sadi Gadirian, Tamine Mondavi, Sabah, Alisade, bon anniversaire à Sabah, Oda, Solmaz, Ahmed, Jassem, Albor, Scarvey, Megeran, Arash, Daniel, Galéré, Azine, venez, please come with us, Morteza, Ibrahim, Polad, Ako, Majid, Noshi, Echem, Nazaïn, Mariam, Béam. Je voudrais aussi appeler pour le film documentaire Focus Iran, l'audace au premier plan, les réalisatrices Valérie Urea et Nathalie Maduro, les productrices France Saint-Léger et Anne Morien, ainsi que Noam Rouba. Je voudrais remercier les producteurs Arte, Avrotos, Arbor Film, Terra Luna, Darjeeling. Voilà, venez tous. Et je voudrais surtout remercier l'ambassade de France en Iran qui nous a soutenus pour cette soirée, pour ce projet. Remercier Marianne Théry des éditions textuelles pour le livre qui accompagne. On peut demander aussi à Marc Lenot de nous rejoindre. Il a animé cette semaine d'ouverture. You're all here. Thank you. It was great to have you. Cette soirée a été réalisée par Laurent Perrault, qui est là-haut, qui est le directeur artistique des soirées. Je le remercie. Il est accompagné d'Aurélien Valette, de Carole Lepage, de François Labarthe et de Clément Escafra. C'est eux qui ont animé toute la semaine et organisé ces soirées. Merci pour eux. La semaine d'ouverture des rencontres d'Arles est en train de se terminer. Elle a été extraordinaire, des moments magiques, des rencontres, des projections. Je voudrais remercier toute l'équipe qui m'accompagne, qui s'active en coulisses ou sous les sunlights. Ils sont 15 à l'année, on devient 400 le temps du festival. L'année dernière, je les avais tous appelés par leur prénom. Je les appelle collectivement s'ils veulent nous rejoindre. Ils sont les bienvenus. Le générique va continuer. Mais surtout, je voudrais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie. Sans eux, pas de festival. Merci à toute cette formidable équipe. Ça y est, c'est dimanche. On vous retrouve l'année prochaine. Merci. نخلم قبود نخو خزيرم نخلم قبود روزة دلاكم